Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor, qui vient nous présenter la toute nouvelle Data Slate, autrement dit le patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000. Très belle actualité pour Warhammer 40 000 puisque Game Workshop nous sort énormément de documents, peut-être trop pour certains joueurs. Avant justement de regarder dans le détail ce qui a été échangé, je comprends certaines personnes qui se sentent un petit peu noyées ou larguées en tout cas par l'actualité de Warhammer 40 000. Pour information, tous ces documents nous ont été présentés par Game Workshop et ils ont bien insisté sur le fait qu'on rappelle que c'est un hobby et qu'en fait vous pouvez jouer à la version du jeu et même dans une version du jeu au moment où vous avez envie. C'est-à-dire que si pour vous c'est trop contraignant de suivre les petites modifications des règles et ainsi de suite, à partir du moment où vous mettez d'accord avec votre partenaire de jeu, vous pouvez très bien appliquer toutes les règles maison. L'exemple qui a été cité par Game Workshop, je trouvais ça intéressant, c'est la pluie glissante qu'il y avait comme effet de jeu, tu sais, dans l'ancien pack de mission pour 2023-2024. Ils se sont rendus compte finalement que 70% des parties étaient jouées avec ces effets de jeu qui finalement sont inexistants. Et donc ils ont préféré le retirer en disant aux gens, bah, si vous voulez jouer sans effet de jeu, jouez sans effet de jeu, mais nous on va vous en mettre si jamais vous voulez jouer un petit peu plus velu. Là, c'est la même chose, vous allez voir que Game Workshop arrive avec une fac au niveau des règles du jeu, qui apporte un rééquilibrage et pas qu'une clarification. On a aussi ce qu'on appelle la data slate, c'est-à-dire clairement des changements de règles, mais cette fois-ci appliqués aux armées, toujours dans l'optique de rééquilibrer ça. Et là où il y a une surprise, et je trouve que finalement c'est à la fois pas bien, parce que peut-être que ça décrédibilise l'éditeur, parce qu'ils l'ont fait dans une version très rapprochée, mais c'est de nouveau des changements de coup en point, qui cette fois-ci sont pensés pour aller avec toutes les modifications qu'il y a au niveau de ce qu'on va vous présenter, et aussi surtout les scénarios qu'on a présentés avec Nexus Paria. Oui, c'est vrai. Après, quand on se dit qu'on lance une nouvelle saison, parce que c'est bien ça que veut faire l'éditeur désormais, c'est une saison, un environnement de jeu. Et bien, quand on a un nouvel environnement de jeu, nouvel environnement de scoring, et puis nouvel environnement de règles, de core rules, donc de règles de base, il est logique que du coup les utilités de vos unités changent. Et si les utilités changent, il faut que les points changent. Si ils n'avaient pas changé les points, on leur aurait fait le reproche d'avoir dit bah, vous avez changé tout le jeu, vous n'avez pas changé les points, vous êtes des fruits, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Donc, en tout cas, c'est un putain de travail qui a été fait. Pour ceux en tout cas qui vont jouer à jour, vous allez voir le jeu à une autre saveur, on est enfin en V10 quoi. Vous allez être pour toi. Ah non, franchement, il y a une qualité à la fois de la rédaction et surtout de la pertinence de ce qui est changé au sein des armées, que ce soit par rapport à leur ADN ou par rapport à l'équilibrage interne et externe des armées, c'est bluffant. Mais moi, ça fait 5 ans que je joue. C'est la première fois que je vois un travail aussi riche, même à la faveur d'un changement de version, c'est pas aussi riche. Donc un travail aussi riche de la part de l'éditeur et surtout qui fait confiance à 100% à sa communauté. C'est-à-dire qu'il a pris en compte tous les éléments qu'on lui a retournés, d'imprécision de rédaction, de jeux qui n'étaient pas assez interactifs, et il les a pris pour lui-même, il les a canonisés. Donc tout le travail des équipes d'arbitrage, des équipes d'organisation européennes, américaines, ça a été transféré dans les documents désormais tamponnés Game Workshop, et ça c'est une dinguerie, parce qu'on joue enfin avec des choses parfaitement écrites, parfaitement compréhensibles. Et ça... Je suis d'accord avec toi. La seule chose qu'on va pas voir aujourd'hui, c'est le fait que Game Workshop met aussi à disposition des patrons de table. Ils avaient fait ça au début de la 10e édition. Là, on sent pareil que le niveau de complexité par rapport à la pertinence que ce qu'on fait est monté. On se rapproche un petit peu, sans pour autant avoir l'aspect strict, tu vois ce que je veux dire, des éléments de terrain qui doivent être appliqués du WTC pour vraiment le jeu au championnat du monde en équipe. Là, ils proposent des tables plus faciles à faire, juste avec des zones de terrain, mais sans pour autant parler de décor dessus. Mais en tout cas, qui vont proposer une belle géométrie. Ça, c'est top. Par contre, on va pas vous la présenter ici. On va commencer ce travail en débroussaillant les modifications qui sont faites au niveau des règles principales avant de passer à la data slate. On va commencer par l'harmonisation de la règle des redéploiements. On le rappelle, dans l'étape où justement vous allez vous déployer avec votre adversaire en ping-pong, certaines armées avec des capacités pour pouvoir se redéployer une fois que les 2 déploiements étaient faits, et d'autres une fois qu'on savait qu'ils commençaient. La Game Workshop a tout harmonisé, tout se fait maintenant après le déploiement, mais avant de savoir qui commence. Oui, votre capitaine Phobos, votre armée tyrannide, votre custo, qui pouvait se redéployer après connaissance de l'init. Bon, bah, a priori, désormais, c'est fini, c'est après redéploiement. Ensuite, très belle simplification de la part de Game Workshop qui conviendra pour le coup à tous les joueurs. C'est aussi lié au fait qu'ils se sont rendus compte que pas mal de personnes utilisaient mal ces règles-là. C'est la notion de pivot. En gros, c'est très simple. Déjà par rapport au blocage des figurines, c'est-à-dire que seul le socle va compter. Si jamais par exemple vous avez un bout d'aile qui bloquait contre un mur, eh ben vous l'ignorez. En plus de ça, si jamais vous avez un socle parfaitement rond, alors vous pouvez faire la toupie, pivoter autant que vous voulez sans avoir aucun malus de mouvement. Par contre, à partir du moment où vous avez un socle ou pas de socle comme un véhicule et que vous allez faire un nombre de pivots pour pouvoir vous déplacer, vous allez maintenant payer 2 pouces
de forfait et faire autant de pivots que vous voulez. Attention néanmoins pour pas gruger sur votre adversaire, les pivots sont toujours faits par rapport au centre de la figurine et ça fait que au pire vous pourrez peut-être gagner un demi-pouce justement par rapport aux 2 que vous avez payés avec un bout de votre coque. Mais c'est pas à la fin que je fais un gros dérapage. Mais le fait est quand même que ça va simplifier le jeu et ça c'est très positif. Ça va simplifier le jeu, ça va simplifier et assainir l'interaction entre joueurs parce que c'était des choses qui étaient très pénibles à mesurer. Là on vous dit, dès lors que vous ne faites pas une translation mais que vous avez besoin de faire un pivot, peu importe la taille de ce pivot et peu importe le nombre de pivots, vous pouvez faire un peu à droite, un peu à gauche, vous pouvez slalomer. Ah ouais, tu peux faire au centre, à droite. Référence de boomer Yannick. Oui. Je savais même pas que c'était Yannick. C'est très très chaud. Le mec que tu le saches, non, tu sais. Faire la blague. Tu le sais. Bien sûr que je sais. Bien sûr. Pas en concert, putain. Oh waouh. Non, c'est pas vrai. Très bien. Par contre, est-ce que tu sais, pour la petite anecdote, ça n'est pas dans la data slate. Je fais partie des rares des gens en France à avoir vu les forbans en physique. Ah oui. Sur un parking, mon gars. Et il était avec les L5. Non, je sais pas. Tu sais pas qui c'est mineur. Moi, je chauffe pas là-dessus. Allez, commence pas. Bon, en tout cas, les pivots. Hein, tu ne suis pas ce qu'on fait. Les pivots, tu peux en faire autant que tu veux, à droite, à gauche, au centre. Yannick, ces années-là. Et tu payes 2 pas quand tu n'as pas un socle rond ou que tu n'as pas de socle. C'est 2 pas forfaitaires. Si tu as un socle rond, mettons comme Magnus, tu peux faire la toupie et pivoter autant que tu veux sans malus de pas. Première chose à dire, d'une part, c'est très bien parce qu'on va arrêter de s'embrouiller avec son adversaire. On va séquencer nos mouvements en rotation et translation. Et ça sera beaucoup plus simple de se mettre d'accord sur des mesures. Il n'y a pas un tournoi auquel je participais où il n'y avait pas ce genre d'embrouille. Désormais, ce sera fini. La question des pivots gratuits pour les unités comme Magnus ou comme le Repulsor, par exemple, c'est un sujet qui va probablement faire un peu débat dans les prochains mois. Donc peut-être qu'on reviendra à un pivot forfaitaire de 2 pas aussi, parce que ça crée des situations un peu bizarres, où on gagne des distances pour trouver des lignes de vue ou des choses comme ça. Mais en tout cas, moi je retrouve ça très bien. Ensuite, autre excellent changement, c'est le fait qu'ils ont enfin harmonisé des règles de blessures dévastatrices et de blessures mortelles par rapport à toutes les aptitudes de réaction. Je m'explique, certaines unités vont avoir des insensibles à la douleur X à partir du moment où ils prennent soit une blessure mortelle, soit par exemple des blessures dévastatrices. Et ça a enfin été harmonisé, on a senti que cette V10 avait été écrite dans ce sens-là, et maintenant ça va être appliqué, et certaines armées vont revenir, et ça c'est très cool. Oui, l'aptitude par exemple de Lionel Johnson qui te donnait que un 4+1 vue contre les blessures mortelles, et bien là maintenant aussi contre les blessures dévastatrices, tu auras aussi un Phénopéna 4. Donc en fait, enfin il sert à quelque chose. Il va plus te faire des blessures mortelles. Voilà. Mais tu m'offres une super transition puisque tu parles d'un Primarch. Et il y avait une vraie différence d'écriture entre les Primarchs de l'Imperium, on pense bien évidemment à Robot Gulliman et à Lionel L. Johnson, qui sont des monstres et qui donc passent pas à travers les murs, puisqu'ils sont ni infanterie ni bêtes. Or maintenant il est dit que quand on évoque les Primarchs, même si on est monstre, on passe à travers les murs. Et enfin ça c'est cool. Primarch, Imperium. Et Bellas School. Donc c'est vrai. Ne passez pas à travers les murs avec Magnus, ça ne marche pas. J'avais oublié Belly. Mais non, mais plus sérieusement, je trouve que c'est très bien, ça harmonise aussi avec certains profils. On pense par exemple à Gaskultraka ou à Abaddon, et franchement c'est très bien. Et puis bon, si tu peux pas rentrer dans les ruines ou aller à l'étage quand tu es un Primarch, on se demande à quoi servaient les bâtiments. Quoi. On comprend plus. On est d'accord. Ensuite, autre modification, ça va être sur les tirs indirects. Oui. On le rappelle, quand vous faites un tir indirect, vous avez théoriquement un malus de -1 pour toucher. Or, certains mécanismes, on pense à l'Astra Militarum, qui pouvait potentiellement avoir +1 la capacité de tir et +1 pour toucher, puisqu'il tire avec des armes lourdes, avait un bonus de +2, donc annuler complètement ces fameux malus. Or là, il est très clairement dit qu'un jet de touche de 1 à 3 est un échec. Donc vous ne toucherez jamais mieux qu'à 4+ quand vous tirez sans ligne de vue. On avait parlé longuement, c'est ce qui crée pas de jeu, le fait de pouvoir justement pilonner des gens sans qu'ils puissent se cacher. Là, c'est super. En plus du +1 hit, du -1 pour toucher, et du couvert, qui sont toujours maintenus. Mais là, effectivement, vous allez croire que j'ai une obsession avec Magnus. Mais vous prenez Magnus qui tirait sans ligne de vue à 2+, +1 pour toucher, parce que c'est grâce à lui-même. Mais maintenant, il touchera toujours qu'à 4. Au mieux, hors ligne de vue. Très bon changement. Ensuite, alors là pour le coup c'est plus pour les petits malins qui s'amusaient à surséquencer les jets hasardeux, puisqu'on rappelle quand par exemple vous voulez surchauffer un plasma, après le tir vous allez jeter un dé sur un 1, la figurine était retirée, sauf si elle avait le mot-clé véhicule ou personnage, auquel cas elle prenait 3 blessures mortelles. Qu'est-ce qui a changé là ? Ben, ce qui a changé, c'est que vous pouvez plus effectivement faire les malins avec vos séquencements. Donc vous devez d'abord attribuer la blessure à un bodyguard et pas à un personnage. Donc vous pouvez pas blesser votre personnage pour sauver un sergent qui avait un pistolet plasma et qui avait raté. C'est la logique des choses. On attribue les blessures d'abord au bodyguard et ensuite au personnage. Donc là, si vous avez un capitaine typiquement et un sergent qui tirent tous les deux au plasma et que vous ratez
un jet de hasard douce, vous ne pouvez pas attribuer la blessure mortelle, enfin les 3 blessures mortelles au capitaine, vous perdez votre sergent. Autre élément qui a changé, on peut survivre désormais quand on n'est pas un capitaine ou un véhicule à un jet à hasard 2, parce qu'on nous attribue 3 blessures mortelles. Donc si vous avez plus que 3 PV, vous survivez. Et si vous avez un insensible à la douleur, vous pouvez survivre aussi. Donc ça, c'est aussi un changement. Et par contre, les 3 blessures mortelles sont à la figurine. Donc on ne blesse pas ses petits copains quand le plasma explose. Si on meurt et les blessures mortelles ne sont pas redistribuées. Ensuite, pour maintenant vous présenter quelques changements au niveau des stratagèmes, quand on joue à Warhammer 40 000, on joue souvent beaucoup de dés. Il y a une notion dans les règles qui s'appelle le jet de dés rapide, à partir du moment où vous allez jeter plein de dés. Or, théoriquement, si on revient à l'essence même du wargame, les jets de dés sont censés être faits de façon individuelle. Donc, quand on utilisait le stratagème de relance, le stratagème générique, on ne pouvait théoriquement pas le faire quand on jetait 50 dés en disant bah, « tu sais quoi, j'en reroll rien si ça m'avantage ». Là, pour fluidifier le jeu, on va enfin avoir le droit de le faire, oui. Et ça c'est très positif, parce que franchement, il y a quand même peu de fois que ça se joue PV près, et ben là on aura quand même le droit de reroll, mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que ça va dans le sens de, putain, à une blessure près, je pouvais le sécher, à justement une sauvegarde près, je pouvais le tanker. Oui, c'est plus à l'avantage quand même de celui qui a la connaissance de la totalité du pool de blessures, qui va identifier s'il a la possibilité de sauvegarder son personnage, mais bon, désormais on a un cadre, on n'est plus en train de s'embrouiller avec son adversaire, c'est dit, et ça c'est le genre de petite écriture qui fait plaisir, parce qu'on sent que l'éditeur se soucie de comment nous on va jouer à son jeu et quelle expérience de jeu on va avoir, que l'on soit des tryharders ou que l'on soit des joueurs du dimanche. Ouais. C'est important. Complètement. Ensuite, changement au niveau du stratagème grenade. On rappelle que vous allez jeter 6 dés et que sur chaque 4+, vous allez faire une blessure mortelle. Avant, c'était à la phase de tir. Il fallait juste pas avoir tiré pour pouvoir le faire. Mais on pouvait le faire en ayant fait un mouvement de type désengagement ou en ayant tout simplement couru si on n'avait pas d'arme d'assaut. Oui. Maintenant, ça a changé. Ce stratagème ne peut s'utiliser que sur les unités qui n'ont pas couru, tiré ou fait un mouvement de repli. Oui, c'est un peu classique. On se demandait pourquoi, alors qu'on n'avait pas l'aptitude de désengager et tirer, on pouvait désengager grenade. C'était très contre-intuitif. Ils ont clarifié. Autre modification, par contre, celle-là, il va falloir le digérer, ça va être sur les éperonnages. Pour rappel, avant, vous lanciez un PC à la fin de la phase de charge et vous le jetez au T2D que vous aviez de force. Vous ajoutez 2 si jamais votre force était supérieure à l'endurance de la cible. Et sur chaque 5+, ça faisait une blessure mortelle jusqu'à un maximum de 6. Oui. Maintenant, ça a changé. On revient un petit peu sur ce qu'il faisait dans les anciennes versions, mais justement la puissance des chars, c'est que vous allez jeter autant de dés que votre valeur d'endurance. Donc on va faire beaucoup moins de blessures mortelles et il n'y a plus de bonus de 2 dés si par exemple l'endurance du char qui l'a fait est supérieure à l'endurance de la cible. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent, et puis ça va dans le sens aussi d'une diminution de l'attrition facile, puisque là, vous allez avoir une endurance de 12, qui est un peu l'endurance maximum, vous allez faire en moyenne 4 blessures mortelles, alors que très facilement, avant, vous aviez 20 de force avec un IK, et vous faisiez boum 6 mortels. Là, ça va changer. Et dernière modification au niveau du corpus global de règles, ça va être la diminution du coût en point de commandement du stratagème intervention héroïque. On le rappelle, à partir du moment où une unité ennemie finit un mouvement de charge à 6 pouces d'unité amie, avant pour 2 PC, vous pouviez lancer 2 dés et faire une charge, même si c'était pas vraiment une charge. Maintenant, c'est tombé à 1 point de commandement et je trouve ça génial. Ça va créer des interactions, ça va te faire réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses? C'est énorme, parce qu'en fait, vous avez toujours un aléa sur votre jet de charge. Donc avant, vous deviez faire 5 ou 6, vous aviez 2 PC pour faire l'héroïque intervention, l'intervention héroïque, vous aviez toujours la possibilité de le rater, vous n'aviez pas le PC pour relancer cette charge. Là maintenant, vous ne pourrez plus avoir cette excuse-là. Pour un PC, vous déclenchez votre intervention héroïque, pour un PC de plus, vous pouvez la relancer si vous aviez une charge à 5 reroll. Bon, c'est vraiment big, ça va créer, comme tu dis, beaucoup d'interactions et beaucoup de jeux, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup. Désormais, positionner des unités côte à côte et des marcheurs, les marcheurs sont extrêmement avantagés, puisque je rappelle que les véhicules ne peuvent pas faire d'intervention héroïque, exception faite des marcheurs. Donc les porte-bébés GK, les IK, les CK, tout ceux-là vont pouvoir se protéger les uns les autres et générer surtout des changements de géométrie, et ça interagit très fortement avec les nouveaux scénars sur lesquels il faut rester sur les objectifs et survivre. Moi, je trouve ça va vraiment changer le jeu. On reste dans les points de commandement, on ferme le document de modification des règles, on passe vraiment sur cet aspect de saison au niveau de la data slate. Là, au niveau des aptitudes qui vous permettraient potentiellement de pouvoir utiliser un stratagème si celui-ci a déjà été utilisé pour 0 PC, ça a changé. Maintenant, ces règles disent que ça coûte tout simplement un PC de moins jusqu'à un minimum de 0. Donc maintenant, si c'est 2, ça sera pas 0, ça sera 1. T'avais suivi? J'avais suivi. Ok. Et ensuite, seuls les stratagèmes explicitement cités peuvent être utilisés s'ils ont déjà été utilisés à la même phase.
Je m'explique. Par exemple, le Lancer dit que quand il charge, il peut gratuitement faire un éperonnage. Et surtout, là, comme la règle est explicite que c'est sur l'éperonnage, lui, il pourra le faire si ça a déjà été utilisé. Mais par exemple, un capitaine Space Marine ne peut pas doubler un stratagème puisque là, c'est générique. Voilà, donc le capitaine, il perd son aptitude à dupliquer. Il ne pourra plus jamais dupliquer un stratagème. Par contre, il pourra cibler n'importe quel type de stratagème, c'est pas que les battle tactics. Ça, c'est énorme. Hein. Et c'est moins un PC. Donc, on en parlait tout à l'heure sur l'héroïque intervention. Vous pouvez faire une intervention héroïque pour 0 PC avec votre capitaine. Et derrière, du coup, vous avez toujours votre commande reroll pour pouvoir relancer votre charge. Donc ça vous permet une vraie versatilité d'utilisation. Et c'est vraiment top parce qu'on revient un peu à ce qui était pensé au début de la V10 où ces aptitudes étaient destinées à être utilisées pour tous les stratagèmes. Là, depuis qu'ils avaient limité ça aux Battle Tactics, et du coup, il y avait beaucoup de stratagèmes qu'on ne voyait plus. Tu sentais que c'était du scotch. C'était une rustine sur la version. Là, ça y est, on va revoir tous les stratagèmes. On relie à nouveau tous les kits de stratagèmes en se disant putain, mais en fait, maintenant, si je fais ça pour gratuit. Mais non, en Space Marine, je peux fight on death. Maintenant, en Space Marine, je peux taper en mourant pour un PC. C'est-à-dire que je peux foncer vers l'adversaire, lui mettre des taquets, et le PC qui va m'être généré le tour d'après, avec mon capitaine, PC gratuit ou PC -1 et le PC généré, je vais pouvoir fight on death. Des stratagèmes qu'on ne voyait jamais. Le sacrifice angélique du Blood Angel. J'engage mon capitaine, je te mets des taquets plus un bless, et puis le tour d'après, quand tu vas me le tuer, pour un PC, gratuit, du coup, je vais reroll les touches contre toi le reste de la partie. Des stratagèmes qu'on ne voyait plus vont être utilisés. C'est top. Ensuite, les habilités pour contrer ce genre de choses, on pense bien évidemment à l'historique Vect, qu'on a aussi bien chez les Drukhari, chez les Tyrannides, ce genre de choses. Ça a été harmonisé avec ce qu'ils ont tout récemment sorti avec le Space Marine du Chaos, exactement, avec Cypher. Cette aura maintenant dit que dès qu'on est à 12 pouces du personnage qui a cette aptitude, c'est plus un PC pour tous les stratagèmes utilisés. C'est pas j'en choisis un, c'est tous les stratagèmes à 12 pouces de lutte, c'est que tu as une bulle où tu doubles. Effectivement, c'est assez fort. Ça sera utilisé très différemment de comment on utilisait jusqu'à présent la Calidus. Ça sera utilisé plus comme on utilisait un Death Sleeper Tyrannide dans la précédente version. Quand vous voulez empêcher votre adversaire de déclencher un stratagème, par exemple d'Overwatch ou d'Heroic Intervention ou de Armor of Contempt, et il a qu'un seul PC, vous placez votre mec à 12 pas et vous désactivez son aptitude à le faire. C'est plus comme ça que ça va être utilisé. C'est assez fort. Ça va rendre moins fort une Calidus, plus fort un Archon, plus fort un Swarmlord. Donc tout ce qui est un peu bulky et a envie d'aller à la cogne, ça va le rendre plus fort. Et ça va rendre moins fort la Calidus qui, depuis le bout de la table, vous disait plus un PC tout le reste de la partie, même si je meurs. Bon. On est d'accord. Autre modification, ça va être toutes les capacités qui permettaient à une unité de ne pas être ciblée au-delà de 12 pouces. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a une règle qui s'appelle agent solitaire. On ne peut donc pas être pris pour cible d'une attaque à plus de 12 pouces. Or, on pense par exemple les chevaliers gris, ils ont une aptitude quand ils arrivent justement des frappes en profondeur, pour 2 PC, ils peuvent justement ne pas être ciblables à plus de 12 pouces. Et donc, finalement, toutes les stratagèmes qui vont vous donner cette habilité-là, maintenant, passent de 12 à 18. Bien évidemment, pas de changement pour la règle agent solitaire. Oui, tu l'as bien dit, c'est une harmonisation sur ce qui a été fait sur les marques de Nurgle, en fait. Tous les stratagèmes qui donnaient agent solitaire à 12, donnent agent solitaire à 18. Il va y avoir certainement une clarification pour les Tyrannides qui, dans la version Vanguard, donnaient agent solitaire à 12 pour n'importe qui, et agent solitaire à 6 pour ceux qui étaient déjà agent solitaire à 12. On imagine que ce ne sera pas agent solitaire à 18 pour ceux qui étaient agent solitaire à 12. On verra. Ensuite, toujours dans les stratagèmes de n'importe quelle armée, on pense par exemple à la garde qui pour 2 PC peuvent refaire revenir à la vie un pack de régiments. C'est excessivement fort, les Tyrannides ont la même chose justement dans l'essaim infini, sauf que là, il est écrit que tous les stratagèmes qui permettent de faire revenir une unité à la vie ne peuvent s'utiliser qu'une fois par partie, quelle que soit l'unité. C'est très bien, puisque quand on joue à 2000, on joue à 2000. On ne doit pas jouer à 3000, bordel. Moi, j'ai des PTSD contre le Endless Swarm, la Tyrannide, qui me ramenait des gargoyles tout le temps. Là, je suis ravi de ce changement. On sort de l'aspect générique de cette data slate. On va maintenant regarder faction par faction ce qu'ils ont fait sur les modifications, mais aussi sur les coups en points, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont vraiment tout retravaillé. On commence bien évidemment par l'Imperium et par les Custodes. On voit déjà qu'il y a une modification au niveau de leur détachement du Shield Host. Pour rappel, avant c'était une fois par partie, on pouvait choisir d'utiliser un super kata qui nous permettait 2 choses, de critique à 5 et pas à 6 à la touche, pour choisir justement si on était touche soutenue ou touche fatale, et aussi d'avoir plus 1 la paire. Maintenant, c'est à chaque round, donc 5 fois, que vous allez pouvoir choisir parmi le crit 5 ou le plus 1 la paire, ce que vous allez avoir comme effet. C'est un changement majeur de ce détachement. Absolument, c'est un changement majeur de ce détachement qui est aussi largement uppé par, on l'a dit, les interventions héroïques gratuites. Donc c'est un environnement de jeu tout nouveau pour le Custodes, avec 2 détachements, voire le deuxième, qui avait une écriture qui était un peu cassée,
et qui ont été vraiment réparés par l'éditeur là. Vraiment. Comme tu l'as dit, les deuxièmes changements, ils vont être justement sur le détachement des Auric Champions. Vous savez, c'était le détachement qui buffait les personnages, puisqu'en fait, les personnages pouvaient avoir plus 1 pour blesser. Là, il est bien dit que ce sont les figurines dans une unité qui a le mot-clé personnage. Et comme on hérite des mots-clés, c'est-à-dire que quand on rajoute un leader dans une unité, et ben maintenant, c'est enfin toutes les unités qui vont bénéficier de ce buff. Voilà, donc la règle de détachement était mal écrite. Elle faisait qu'il y avait que ton personnage qui avait les bonus. Maintenant, toute ton unité a un bonus contre les unités personnages. Voilà. Yes, donc globalement, gros buff au niveau des custodes. Il y a aussi une diminution du coût en points de quasiment toutes les unités Forge World, et on va faire quand même un focus sur les Venatari qui maintenant sont en 165 points les 3. Une unité qui, on le rappelle, peut arriver pour 0 PC en arrivée précipitée. On en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même super cool. Et donc, ils peuvent dupliquer. Et qui, en plus de ça, comme il est explicitement cité que c'est celui-là, ils vont pouvoir le dupliquer. Donc c'est intéressant, et en plus de ça, là où ils vont gagner, c'est qu'ils ont aussi des détachements, notamment avec les Sœurs du Silence, qui leur donnent des insensibles à douleur à 5 contre les blessures mortelles, et maintenant ça va marcher sur les blessures dévastatrices. Bon, donc les custos, ils ont gagné partout. L'environnement de jeu, la data slate, les points, l'héroïque intervention. Le seul truc dans lequel ils ont perdu, c'est le redéploiement après initiative. On sort des custodes, comme par hasard, deuxième armée du studio. Ils sont devant, ils sont juste devant. Oh, c'est pas coïncidence, peut-être. On va passer à l'Adeptus Mechanicus. Oui. Les gars, on a été entendus, puisque énorme changement. Bon, déjà, au niveau des coups en points, c'est Noël, tout est rouge, tout monte. Oui. Mais c'est justifié. Oui. Donc franchement, aucune inquiétude par rapport à ça. Au niveau de la règle d'armée, de la doctrine impérative, gros changement. Au début du round, vous avez toujours 2 choix, sauf qu'ils ont changé, oubliez tout ce que vous saviez avant. La première, elle vous donne toujours lourd sur vos armes, si vous le souhaitez, mais surtout, elles vous font plus 1 la capacité de tir. Oui. Vous avez entendu, je viens de dire que tous vos armes avaient lourd. Donc si vous n'avez pas bougé, vous avez plus 1 sur la capacité de tir et plus 1 pour toucher. Donc l'équivalent de 2. Merci. Et dernier bonus, vous allez avoir moins 1 pour être touché en mêlée si jamais vous êtes vous-même une ligne ou si jamais vous êtes à 6 pouces d'une ligne amie. Ouais, c'est très bien pensé. Si vous, en gros, c'est tenez vos positions, vous n'avez pas bougé, vous acceptez l'idée que votre adversaire se rapproche de vous, vous utilisez au maximum lourd et plus 1 la capacité de tir, vous allez toucher à 2 plus avec des cataphrons, et quand vous allez être impacté, moins 1 pour être touché. Très sexy. Et ensuite, pour la doctrine un petit peu plus agressive, vous allez toujours avoir assaut sur toutes vos armes, donc c'est très appréciable. Un petit peu moins qu'avant, parce que sur cette saison, assaut ne permet plus de faire des actions, mais c'est pas grave. Et là, on va additionner le fait que vous allez avoir comme bonus plus 1 la pénétration d'armure sur vos attaques, tir et corps à corps, si vous êtes ligne ou à 6 pouces d'une ligne. Non, c'est très intéressant parce que même dans une posture à distance, vous allez pouvoir adapter. Si vous sentez que vous avez besoin de plus fiabiliser vos touches et que l'armure adverse n'est pas si forte que ça, et vous allez plutôt choisir la première doctrine pour pouvoir toucher à 2+. Si par contre en face vous avez un Land Raider et que c'est important que vos cataphrons aient plus 1 à la PA, et ben vous allez pouvoir choisir ça, alors que là, quand on vous la lit, ça donne un peu l'impression d'être la doctrine de on fonce dans la gueule de l'adversaire. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça sur le plan tactique. Donc c'est très intéressant. Ensuite, plein de petites modifications à gauche, à droite. On commence par le fait que maintenant, certains oubliés de l'armée vont avoir les fameuses règles de faction de doctrine impérative. Donc ça, c'est des bonus en plus, dépendamment du détachement ou alors dépendamment de l'attitude de jeu. Belisarius Call change, puisque maintenant, il a une caractéristique de mouvement à 8, et surtout, vous savez, comme un primar qui peut choisir parmi des effets. Maintenant, l'effet qui permettait historiquement de fiabiliser les tests d'ébranlement à côté de lui avec un bonus de plus 1, maintenant lui donne aussi le mot-clé ligne. Donc, on pense par exemple à tout ce qu'on vient de citer précédemment si on est à 6 pouces d'une ligne. On pense par exemple aux cataphrons qui vont avoir une full relance des touches si jamais ils sont à 6 pouces d'une ligne. Maintenant, ils vont l'avoir quand Belisarius Call choisira cette aura qui, alors qu'il pourrait choisir une aura de relance des 1, va permettre de fiabiliser le moral. T'as le chef de l'armée qui va enfin proc les effets de l'armée. Ouais, mais de qui on va se moquer maintenant? Bah oui. Et maintenant, il traverse les murs. En plus, il est véloce. Il est hyper véloce, le mec. Non. Et puis à la fin, quand il faudra mettre une battle line dans la zone de déploiement adverse pour une mission secrète, et lui, ça sera aussi War Warlord, et ben le mec, il saura pas quelle mission secrète vous avez choisi. Et là, le mec est brainfuck. Ensuite, énormément de modifications. Alors ça va que dans le sens des up, donc ne vous inquiétez pas. Par exemple, on va avoir les Iron Sardius Ballistari qui vont gagner une attaque. On va avoir les canons laser justement de ces mêmes petits poneys qui vont gagner un tir. Donc bref, que des buffs par rapport à ça, et donc c'est complètement normal que l'augmentation des coups en points soit faite dans ce sens-là. Globalement, toutes les armes Twin Linked ont été déjumelées, et on a multiplié par 2 les nombres d'attaques.
Et puis les Infiltrators, les Sicarian ont été bien EP, parce qu'avant ils étaient quand même très tristes au corps à corps. Là, quand on les ramasse, on les ramasse. Hein. Ensuite, on va passer sur les Aeldari, donc faction qui reprend les Eldar, les Harlequins et bien évidemment les Inari. Qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Pas de changement au niveau de la data slate. On rappelle qu'ils ont fait pas mal de yo-yo en termes de nombre de destins et ainsi de suite. Pas de changement de ce côté-là, mais des petits changements de coups en point avec des diminutions et des augmentations. Après 12 nerfs successifs, désormais on n'a pas rajouté de nouveaux bullet points dans la data slate. Ils sont à peu près équilibrés. Par contre, ils ont perdu 5 à 6% en coups en points sur les armées qui étaient jouées, donc ont été augmentés un peu en points, ce qui était tout le temps joué, les spectres, les araignées, Ivrain, les Scourge également. Voilà. Donc pas trop touché, en tout cas sur le plan des règles, un petit peu sur le plan des points, ça reste encore très fort. Et désormais c'est très fort, mais équilibré. Ensuite, on passe maintenant à la garde impériale. Pas de changement en plus de ce qu'on a déjà dit par rapport aux règles génériques sur le tir sans ligne de vue, sur les stratagèmes et sur le fait que certaines unités phares ne reviendront à la vie qu'une seule fois, en tout cas, puisque même l'armée ne pourra faire revenir qu'une seule unité plutôt par partie, et une diminution quand même. J'ai bien aimé le fait que, en fait, on ne chiera plus sur son adversaire qui va jouer justement de la vraie artillerie, puisque c'est l'ADN de l'armée, sauf que c'était trop fort, c'était frustrant. Là, même l'artillerie a baissé en point, puisque maintenant ils toucheront à 4, et je trouve que c'est un super changement. Mais je trouve ça assez bien. Alors ils ont pris effectivement un peu cher sur les archétypes qu'on connaissait, qui avaient beaucoup d'artillerie très fiabilisée, et des troupes qui revenaient à la vie jusqu'à la fin de la partie. Bon, ces deux mécanismes-là sont quand même bien brisés. En revanche, on a donné aux joueurs GI ce qu'ils demandent depuis le début, c'est qu'une règle qui s'applique quand on ne bouge pas, le léthalite quand vous ne bougez pas, ça encourage à avoir des gameplays de cons. Donc eux, ils voulaient avoir le léthalite avec mouvement. Et bien là, c'est le cas. Désormais, quand vous êtes régiment, vous avez léthalite sur tout ce qui n'est pas monstre et véhicule, et quand vous êtes squadron, vous avez léthalite sur tout ce qui est monstre et véhicule. Donc ça, c'est très bien. Petit oublié de l'affaire, le tank commandeur, qui n'est ni squadron ni régiment, donc lui il est baisé. Mais sinon, c'est quand même plutôt cool. On va voir d'autres archétypes. Et effectivement, ils ont été assez intelligents. Ils ont baissé les prix des artilleries en même temps qu'ils les nerfaient. Et puis, ils ont aussi baissé un petit peu le coût du Rogaldorn, qui lui est squadron, donc vous en reverrez. Yes, et qui a 240 points. Franchement, moi j'attends de voir, je trouve ça cool. Et j'espère en tout cas prendre du plaisir à affronter de l'Astra, parce que c'était pas fun, quoi. Non, ça sera beaucoup plus dynamique. Les mecs vont pouvoir bouger et déclencher leur léthalite. Des sions. Full reroll sur les objectifs, plus léthalite. Bon, c'est cool, donc les armées de Sion, on a envie de voir. Ensuite, on va ouvrir l'énorme chapitre des Space Marines. Au niveau des points, sur tous les chapitres, on a une augmentation des coups en points de tous les châssis type Gladiator, donc Lancer, Reaper et Valiant. On a aussi une diminution des coups en points, en tout cas une harmonisation des coups en points pour donner envie de jouer autre chose comme Land Raider que le Redeemer, celui qui est lance-flamme, puisque celui-là continue de monter et les autres continuent de baisser. C'est normal. T'as d'autres changements côté Marines? Oui, il y a eu une augmentation de la capacité d'embarquement des impulsors et des répulsors. Donc les impulsors sont passés à 7, les répulsors sont passés à 14. À mon avis, c'est pour permettre à cette nouvelle unité d'Archangel, qui sont les Inner Circle Bodyguard, qui ont besoin d'être dirigés, et que tu veux les jouer par 6, ça vaut aussi pour les Blade Guard par exemple, tu ne pouvais pas les embarquer dans un impulsor, c'était quand même un peu nul. Maintenant on peut, donc c'est quand même très chouette. Ensuite, petit focus sur nos amis les Dark Angel. 2 modifications déjà au niveau de l'écriture des règles, dans le détachement des impardonnés. Avant, en gros, le seul bonus qu'il y avait, c'est que quand on était ébranlé, on restait au C1, contrôle d'objectif 1. Maintenant, en plus de cet effet, et j'adore cette règle, on va pouvoir à sa phase de commandement choisir une unité à Startess, et celle-ci va avoir plus 1 en contrôle d'objectif. Tu sais, c'est un sarment de l'instant, de grosses baloches sur un objectif. Oui, j'adore. Et le deuxième changement va s'appliquer sur le détachement du cercle intérieur. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, donc là, il était un peu cassé. Avant, il fallait choisir un objectif, et c'était le vœu objectif qui déclenchait tout un tas de bonus. Le premier étant plus un bless, tir et corps à corps pour les Deathwing Infantry. Là, maintenant, il y a 2 postures, un peu comme on l'avait pour l'ADMEC, la posture défensive et la posture offensive. Dans la défensive, vous choisissez un objectif que vous contrôlez, ça sera votre vœu objectif. Et dans la posture offensive, c'est tous les objectifs que vous ne contrôlez pas qui seront votre vœu objectif. Donc, le positionnement classique, où vous vouliez attaquer sur les 2 flancs, et bien maintenant vous pourrez l'avoir en ayant la posture offensive. C'était quand même le gros reproche qu'on faisait à ce détachement qui disait moi je vais jouer que sur une portion de la table et le reste je peux pas jouer. Donc ça, c'est très fort. Ensuite, modification aussi au niveau de certaines entrées. On pense aux chevaliers de la Deathwing. Ils ont tout simplement gagné anti-monstre, anti-véhicule 4+. Oui. Et ils ont aussi gagné surtout plus 1 la pénétration d'armure. Absolument. Ces changements ont un coût, puisque maintenant les packs de 5, et d'ailleurs ils ne sont toujours jouables que par 5, est à 235 points. Et aussi, on a le Dark Shroud, donc ce fameux speeder qui permet de donner discrétion et couvert à 6 pouces de lui, est passé à 115 points. Eh oui. Bon, c'est assez normal. On va revoir des Dark Angel, parce que je rappelle qu'ils bénéficient aussi beaucoup
de l'évolution des stratagèmes et de l'utilisation des stratagèmes gratuits. Ils ont des kits de stratagèmes très intéressants, je rappelle moins un bless, reroll les bless, Arbor of Contempt. Et donc, avec cette nouvelle unité qui est sortie donc, il y a 6 mois de Inner Circle Companion. Yes, excuse-moi, je l'ai pas dit, mais ils ont gagné moins 1 en PA aussi, ces petits gars. Ceux-là, ils ont pris plus en PA. Donc, désormais, ils tapent très fort. Donc, vous avez l'attaque de anti-élite, on peut dire, qui est à force 6, PA2, 2, létal. Et l'attaque cleave, donc anti-infanterie, qui est force 6, PA-2, dommage 1, et qui a gagné 2, et qui a gagné une attaque. Donc, ils vont être très intéressants. Désormais, ils peuvent rentrer dans les impulsors. Ils ont gagné de la PA. Et ils ont gagné, s'ils sont dirigés par un capitaine, la possibilité de multiplier les stratagèmes. Et ils ont plus un bless et reroll les bless sur tous les objectifs qui ne sont pas contrôlés. Ça devient intéressant. On enlève les capuches et on passe au poil. Et on va parler maintenant un petit peu des Space Wolf. Déjà, 2 choses, et évidemment c'est justifié, c'est un des chapitres les plus représentés aujourd'hui, en tout cas en compétitif, puisqu'ils jouaient tous 18 loutonnaires. Les loutonnaires se sont un petit peu fait taper sur la truffe, parce qu'ils ont pris 10 points par 3, 20 points par 10. On était à 180 points les 6, on est à 200 points maintenant les 6. Et alors là, pour le coup, je trouve que c'est un peu plus critiquable. On a les Wolfen qui sont passés à 90 points, donc augmentation des Wolfen. Or, je comprends, parce qu'ils étaient présents, ça tape fort, ça tank étonnamment bien, mais maintenant qu'ils sont contrôle d'objectif 0, ils sont plus éligibles à faire des actions. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est un peu curieux. Bon, ils ont dû identifier que c'était trop joué, et donc ils ont voulu les rééquilibrer, peut-être. Bon, je suis pas sûr que ce fût nécessaire. Voilà. Et aussi, c'est surtout une restructuration des sagas, des hauts faits qui étaient demandés justement pour aller chercher certains bonus. Maintenant, au début de la partie, vous allez pouvoir en choisir une direct comme bonus. Absolument. Donc ça, c'est plaisant parce que si vous vouliez jouer vos Space Wolf dans le détachement Space Wolf, il faut quand même avouer que c'était quand même un peu triste. Parce que vous aviez un enragé. Le problème, c'est que vous faisiez tellement taper fort avant d'avoir votre enragé. Là, on vous en donne un des 4. Tout de suite, vous pouvez le choisir, donc vous pouvez l'adapter également en fonction de votre adversaire. C'est cool, c'est plaisant pour le jeu. Après, je ne suis pas sûr que ça fasse la différence par rapport au détachement Stormlance, qui améliore quand même très fortement les loutonnaires et même les Wolfen. Là, éventuellement, vous allez commencer avec un Feel No Pain à 6 sur toute votre armée. Je crains que ce ne soit pas suffisant. On sort des Astartes et on va du côté des chevaliers impériaux. Alors, quelques diminutions de coûts en points, on pense au paladin qui est à 405, on passe à du Forge World qui est un petit peu baissé. Bon, ok, là où pour le coup il y a un énorme changement et ça fait plaisir parce que, encore une fois, en termes de plaisir de jeu et à affronter, il y a de la saveur et il y a une vraie réflexion de la part de Game Workshop. Je rappelle que les chevaliers impériaux, en tout cas que les titanesques, pouvaient traverser les figurines et les ruines qui faisaient moins de 4 pouces de haut. Maintenant, au niveau des figurines ennemies, vous pouvez traverser tout et même passer en dedans de la portée d'engagement. Par contre, vous devez finir les mouvements en dehors, ce qui est plutôt normal, un peu comme les volants finalement. Là où il y a un énorme changement, c'est que maintenant vous pouvez passer à travers les ruines de 4 pouces, pas de malus, vous pouvez passer à travers tous les décors. Par contre, bien évidemment, vous ne pouvez pas finir dans le mur et vous devez quand même jeter un dé après votre mouvement et sur un 1, vous serez ébranlé. Mais vous aurez quand même traversé les murs. C'est énorme. C'est énorme. Alors uniquement sur un normal move, sur un désengagement ou sur une course, pas à la charge. Mais en gros, vous obtenez l'aptitude qu'avait uniquement le Chaos Knight pour un PC de traverser les murs. Ben là, vous l'avez avec tout le monde. Donc, en plus de votre règle titanique qui va vous donner des aptitudes très faciles pour obtenir des lignes de vue, parce qu'il vous suffit de toucher un décor par l'extérieur pour annuler ce décor et voir à travers. Il y a visible aussi, mais c'est moins important. Visible, mais bon, vous êtes titanique. Là, vous allez pouvoir traverser la grosse ruine ou la petite ruine derrière laquelle vous vous cachiez au début, bouger de 10, aller toucher un décor central et avoir une vue surplombante sur tout le centre. C'est vraiment très fort. C'était ça qui était très incompatible pour l'instant avec la V10. On pouvait trop facilement faire ce qu'on appelle du move block. Là, ça sera plus possible. Et on va certainement en revoir. Alors, peut-être même peut-être même en pur IK, mais en allié, c'est sûr. Parce que avoir un châssis en du 12 qui, on le rappelle désormais, comme c'est un personnage, peut faire action au corps à corps et action tirée gratuitement. Donc, en fait, a été absorbé tout ce qui était incompatible avec la V10 dans ces gros châssis. Vous aviez 500 points, il était hors de question de les immobiliser pour une action. Désormais, c'est plus le cas. Ils sont plus immobilisés pour l'action, vous pouvez toujours tirer.
Et puis, dès que vous étiez engagé, comme on ne peut plus désengager tirer ou désengager charger, vous étiez emmerdé, ben maintenant vous pouvez toujours faire les actions encore. Donc c'est vraiment très chouette. Yes, on va voir le pendant avec justement leur version chaoteuse, donc les Chaos Knight. Là pour le coup, même règle, bien évidemment. Et en plus de ça, une petite diminution des coups en points, pareil sur alors un plus grand nombre d'entrées, ça c'est plutôt favorable. Et là où pour le coup je note quand même, l'Abominant, qui est la version, vous savez, avec son fléau, un ancien sorcier qui était vraiment nul, clairement, il est quand même maintenant à 385 points. C'est vrai. Franchement, juste au coup PV, est-ce que c'est pas intéressant? L'avenir nous le dira. Oui. Mais le maintenant à 385 points, ça Oui. en fait un des titanesques les moins chers du jeu, quoi. Oui, et puis il va y avoir aussi des combinaisons qu'on connaît déjà de règles. On avait la combinaison du malus à la save des Death Guard avec les Battle Canons qui avaient une PA un peu faible de des spoilers. On avait la même chose avec le TS. Tout ça peut se voir et tout ça va être plaisant à jouer. Un Ika au milieu qui est en allié. Je rappelle quand même que cette règle, c'est pas une règle pour les Titaniques. C'est-à-dire que le traversé de n'importe quelle ruine, c'est pas pour les Titaniques, c'est que pour les Titaniques IK. RK. Voilà, IK et RK. Pense à ton frère. Je pense à mon frère. Il n'y a pas ça pour les monolithes ou pour les Titaniques tyrannides, c'est pas le cas. Ensuite, on reste dans le chaos, mais cette fois-ci dans les Space Marines du chaos, un des derniers codex sortis à date. Là, on voit quand même un rééquilibrage, alors par le haut pour les adversaires, par le bas pour les joueurs Space Marines du chaos. Malheureusement, il n'y a que du rouge, donc alors, c'est pas des grosses augmentations, mais c'est quand même des augmentations. Il y a une petite modification aussi au niveau justement du détachement des jump packs. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Bon ben, on avait un petit problème avec le Stratagem Raider et son interaction avec les Warp Talons. Vous aviez la possibilité de réussir votre engagement de Warp Talon à tous les coups. C'est-à-dire que vous y alliez, même si vous échouiez à tuer l'adversaire, vous payez un PC et vous repartez dans les ombres. Désormais, dans la règle du Warp Talon, il est écrit que vous pouvez repartir dans les ombres uniquement si vous avez réussi à tuer quelqu'un. Donc, on ne peut plus, avec le Stratagem Raider, juste mal jouer et quand même repartir dans les ombres. Yes. Ça, c'est important, c'est pas grave. Toi, par rapport au changement de coup en point, on n'avait pas fait d'analyse méta, on va dire, depuis la sortie du codex qu'on avait fait avec Mister M. Est-ce que tu penses que tous ces changements par le haut des coups en point est justifié? Est-ce qu'ils étaient trop présents, trop forts? Il y avait des frustrations? J'avoue, j'ai pas vu la conclusion de Mister M, mais c'était déjà pas clair que ça allait être très méta parce que il y avait quand même une perte de puissance brute par rapport à la version index. Donc depuis la sortie de la vidéo, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Donc on ne peut pas trop savoir si vraiment c'était fort. Et donc je comprends pas bien une réaction. Alors elle est pas démente, mais elle est quand même forte. Je pense que ça risque de pas de les tuer, hein, ça reste toujours très jouable, mais ça risque de les essouffler un peu dur. Ensuite, on continue dans le chaos, mais on passe à leur géniteur avec les démons du chaos. La modification de la règle des démons majeurs, puisque tout comme Be'lakor, le premier prince, ceux-ci vont bénéficier d'une aura de 6 pouces qui va corrompre le sol autour d'eux et permettre de proquer tous les bonus qui sont liés justement à l'aptitude d'armée des démons. À savoir quand même que ça va uniquement proquer sur justement les démons mineurs de la même marque. C'est-à-dire que par exemple Scarabrand ou un buveur de sang ne va buffer bien évidemment que les démons de corne. Oui, voilà. Donc c'était très bien parce que c'est une mécanique qui était intéressante mais qui était très difficile à mettre en œuvre. Donc il fallait aider les démons à la développer et puis avoir plus de gros buveurs de sang ou en tout cas de démons majeurs qui ont un swag de ouf et qu'on voyait plus trop et on voyait plus trop de toute façon le démon. Hein. Donc il fallait essayer de les aider un petit peu. Donc c'est très bien. On va voir si ça sera suffisant mais c'est intéressant. Tout ça va aussi se combiner à quasiment que des diminutions de coups en point. Qu'est-ce que tu en penses du démon aujourd'hui? Est-ce qu'il était très présent, trop présent? Est-ce que c'était que des listes avec des full monstres? C'était un petit peu comme du Icar, tu vois ce que je veux dire? Non, le démon, il était à un niveau compétitif très absent. Donc venaient ceux qui étaient là parce qu'ils adoraient cette armée. Mais c'était quand même très mauvais, en fait. Faut vraiment le dire. Donc là, il faut essayer de les EP. Donc c'est très bien qu'ils aient baissé les prix des démons majeurs, des Skull Canons, des Skimmers, des Fiends. Donc tout ce qui met un peu de jus et de peps dans le gameplay, qui va un peu vite, c'est cool. On fait un petit détour pour la Death Guard, gros bisous à Bob. Là pour le coup, pas de changement au niveau de leurs règles. Bon, ils avaient déjà été très gâtés en début de V10, c'est boudé au début de V10, mais très gâtés par rapport au web qu'ils avaient pris. Là on voit globalement, il y a des petites augmentations de coups en points, des diminutions, des terminateurs qui deviennent vraiment pas chers et ainsi de suite. Globalement, qu'est-ce que tu en penses sur le jeu de la Death Guard? Comme elle n'est pas touchée sur la data slate, qu'elle n'est pas touchée ou presque sur le MFM, donc le Minitorum, et qu'en plus de ça, elle bénéficie des nouveaux mécanismes de jeu, intervention héroïque pour 0, les actions, Est-ce que je te coupe? Mais en fait, pour les personnes qui ne sont pas familiers justement avec la Death Guard, aujourd'hui c'était une des meilleures armées de contre de corps à corps quand même. Absolument. Donc en fait, c'était quand même, il fallait craindre le Death Guard. Il est toujours un petit peu lent et méthodique, donc visible sur table, mais à partir du moment où il est dans le No Man's Land, et qu'on a une armée de corps à corps, c'est très compliqué d'aller le chercher. Et puis, il a Fight First.
Donc quand vous pouvez faire des interventions héroïques en Fate First, votre adversaire, il fait bravo. Avec Il a en les effet, fesses, grâce à un personnage, des sources de frappe en premier, et quand on voit des migrations index-codex, on voit que c'est de plus en plus rare, ce genre de mécanisme. Exactement. Donc là, lui, sa faiblesse, c'est son mouvement. Il est très lent. Il ne bénéficiait pas des mécanismes d'action précédents où on pouvait faire des actions avec un pistolet au corps à corps ou advance action, parce qu'il ne le faisait pas, il n'avait pas d'arme d'assaut. Donc lui, il n'est pas nerfé par les nouveaux mécanismes d'action, il n'est pas nerfé par la data slate, il n'est pas nerfé par les points, et le reste de la méta l'est. Donc il était déjà pas mal. Franchement, il a une carte à jouer. Et avec des possibilités d'alliance avec des IK qui, eux, peuvent rajouter un peu la projection et la distance de menace au tir, ça se regarde. Ensuite, on va parler des Drukhari. Là, pour le coup, pareil, un petit peu comme la Death Guard, ils avaient été gâtés en début de 10e édition avec un tout nouveau détachement, super agréable à jouer, même à affronter. Bref, la vraie ADN qu'on attendait de cette armée qui chargeait très loin et ainsi de suite. Là, pas de changement vraiment structurel au niveau de ce qu'ils ont écrit, quelques petits changements de coups en point au niveau des grotesques et aussi au niveau des fléaux. Oui, les Scourge ont été augmentés un petit peu par 5, baissés par 10. On a eu aussi une petite baisse du Ravageur. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que vous pouvez jouer désormais des véhicules à 10 PV comme les Ravageurs, vous ne compterez que pour 2 en Bring It Down. Et vous avez des Archons qui désormais véhiculent des auras de plus 1 PC lorsque vous faites des stratagèmes. Donc quand vous êtes réceptionné avec un Archon qui dirige par exemple des incubes, c'est très fort. Donc même si pas de changement dans la data slate et des tout petits changements dans la Munitorum, l'environnement de jeu est devenu très Drukhari friendly. Honnêtement, t'as raison, parce que dans toutes les listes Drukhari, on a toujours 3 archontes. Donc le fait d'avoir 3 bulles de 12 pouces, donc 24 indirectement en tu feras plus de stratagème comme tu joues contre un Drukhari. C'est ça qu'il faut retenir en fait. La fatigue. On passe ensuite au Chevalier Gris, au Grey Knight. Ici, plusieurs changements. On rappelle qu'ils avaient été buffés, hein, bien évidemment, avec les dernières data slates. Là, on voit néanmoins qu'au niveau des coups en point, Castellan Crow monte. Tout ce qui va être châssis porte-bébé, donc de Dread Knight Nemesis dans version générique ou avec le personnage, remonte. Redevient même assez cher, puisque quasiment le même prix qu'on avait au début de cette 10e édition. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est justifié, puisque c'est des marcheurs, donc ils ont tous les bons mots-cles, entre guillemets véhicules, ils n'ont pas les paliers de PV pour être justement à 4 points sur le fait de détruire des monstres ou des véhicules. Bref, tous les changements de coups en points sont complètement justifiés par rapport au fait qu'aujourd'hui c'était un codex qui était très très fort, hein, justement au niveau des tier lists. Et alors là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus critiquable, puisque ça va dans le sens d'une augmentation successive des coups en points des Librarians, puisque, pour rappel, avant ils avaient une aptitude psy, qui n'est pas justement une prise pour cible. Donc en fait, avant, ça marchait sur par exemple, les agents solitaires et ainsi de suite. Maintenant, il est dit que si on est agent solitaire ou si on a une règle qui fait qu'on ne peut pas être pris pour cible à plus de 12, ça ne marche pas. Oui. Bon, c'est justifié parce que en termes de mécanique de jeu, c'était curieux que les tirs de balles ne pouvaient pas te cibler, mais les tirs magiques pouvaient te cibler, ça gonflait tout le monde. Et puis en matière d'équilibrage, c'est très bien aussi parce que, tu l'as dit, il bénéficie de tous les bons mots-clés, il bénéficie dans ce nouvel environnement de jeu d'une capacité à scorer le secondaire qui est exaspérante. J'ai joué hier contre eux, vraiment exaspérante. Et ils vont se positionner de façon parfaitement en synergie pour générer des heroic interventions. Parce que je rappelle qu'il y a 3 unités qui partent dans les ombres et qui reviennent, ou alors qui vont advance au taux de 6, donc ils vont très facilement se positionner sur un objectif. Donc là, vous allez, contrairement à des gens qui marchent à pied comme tout le monde, eux, ils vont se TP et se positionner, coller l'un à l'autre, ou l'un devant l'autre, de sorte que les interventions héroïques seront systématiques et automatiques. Et donc, c'est très chiant de jouer contre ça. Quand vous pouvez faire des interventions héroïques avec ce niveau de facilité, non seulement vous allez taper l'adversaire, mais vous regagnez de la distance pour, si vous le tuez, et avec les portes-bébés, vous allez les tuer. Chargez derrière, et puis vous pouvez désengager, charger avec les portes-bébés. Mais en plus de ça, vous empêchez l'action de l'adversaire qui était venu détruire votre unité à côté, par exemple, des strikes. Parce que il y a 1 ou 2 unités qui sont déjà au corps à corps et les autres ont été interceptées par votre porte-bébé. En fait, c'est pas très visuel ce que tu dis. Non. On rappelle en fait que les Chevaliers Gris ont énormément d'outils de contre-mesure pour rebouger. Ils ont pour un PC le fait que si vous rentrez dans les 9, ils peuvent soit repartir, soit bouger de 6. Leur règle de détachement, c'est que quand ils décident d'advance, ils advance auto à 6. Bref, c'est tout ça qui fait que ça rend la géométrie, en fait, la lecture de la macro très difficile. Et il la rend micro d'ailleurs maintenant. Et ils ont une save à 2, plus une armure du mépris. Donc du coup, quand vous allez leur attribuer de la ressource pour les tuer au tir, très rapidement, vous allez laisser des survivants. Donc arriver au bout d'une unité GK, c'était déjà très pénible. Là, ça va devenir insupportable.
Et donc, c'est normal qu'ils soient EP et ils vont rester, à mon avis, dans le méta. Yes, on va maintenant passer justement sur une toute nouvelle armée qui sont les sœurs de bataille, l'Adepta Sororitas. Fort heureusement, pas de data slate à ce niveau-là, mais beaucoup de changements de coups en point, puisque l'arrivée de cette data slate, c'est aussi l'opportunité de sortir les coups en point pour les nouvelles armées, notamment sœurs de bataille et culte Genestealer. Là, même si l'armée sonnait très forte quand elle était sortie dans son écriture, les coups en point nous font tourner la langue quand même dans notre bouche en se disant surprenant. En tout cas, il va falloir revoir la lecture qu'on avait de cette armée. On disait toujours que c'était une armée d'échange, c'est-à-dire qu'on avait des unités qui étaient en mousse, mais qui privaient très bien l'autre justement de prévenir l'adversaire de ressources aussi. Or là, on voit par exemple que les coffrets géants sont de toute façon à 150 points les 10. On voit maintenant que les Repentia sont à 180. Je rappelle, index 110, codex 140, data slate 180. En tout cas, je trouve que là, c'est difficile à digérer. Maintenant, l'armée ayant des dés de foi qui se comparent aux dés de destin Eldar, ça peut rester très fort. Donc je pense qu'il ne faut pas se plaindre tout de suite, il faut tester l'armée pour se rendre compte si c'est justifié ou pas de la part de Gamer Shop. Mais en tout cas, c'est surprenant à quel point c'est devenu cher. Ouais, voilà, Dagoni dirait, ils sont pas allés avec le plat de la main morte, mon gars. Là, moi, j'attends aussi de voir ce que ça va donner, mais franchement, tout le monde dit qu'il y a un problème. Voilà. Tout le monde dit qu'il y a un problème. 180 points, quand on a 10 PV comme ça, même si c'est très fort, même si c'est très fiable, même tu peux dire ce que tu veux. En fait, à la fin, c'est 10 PV et ça vaut 180 points. Ça va être très. Tu peux pas échanger, tu peux pas trade en fait, comme on dit Quand vous dites en Slovénie. Tu peux pas trade. Non, je suis d'accord avec toi. Écoute, il va falloir voir. Là où pour le coup, je trouve que c'est quand même plus justifié. C'est tout ce qui est Zéphirim et Séraphine. Là, les Séraphines, elles sont passées à 85 points et c'est normal. C'était pas assez cher avant. Tu l'as dit tout à l'heure avec les GK. Trop de facilité à scorer. Tu mettais toujours 3 x 5 unités. Je rappelle que c'est une unité qui arrivait à 9 et qui bougeait de 6 derrière. C'était très fort. Tu vois ce que je veux dire? Là, à 85 points, c'est complètement justifié. Écoute, le temps nous le dira. Ce qui est aussi bien, c'est de se dire que là, toutes ces modifications sont en partie faites pour les championnats du monde en équipe qui seront mi-août. Et donc, on verra justement s'il y a de la Sista qui perce. La vérité, c'est que je préfère qu'on ait un éditeur qui a le vertige de sortir un codex stupide parce que trop fort, qu'un éditeur qui s'en fout de sortir un truc débile façon Eldar début de V10. Je préfère ce souci-là. Ils ont eu la main un peu lourde, à mon avis, et certainement que ce sera corrigé très vite parce que désormais ils sont très réactifs et donc voilà, je suis assez content de ça. On finit avec les Sista, on fait le parallèle avec l'armée qui était sortie en même temps, c'est-à-dire le culte Genestealer. À la lecture du codex, ça sonnait comme très sympa parce que vraiment beaucoup de gameplay propre à chacun des détachements et ainsi de suite, mais peut-être un coût en point un peu élevé. Là, on voit qu'ils augmentent le coût des personnages individuels. C'est peut-être un petit peu justifié parce qu'ils apportaient des buffs qui étaient énormes. Là où je note quand même c'est plutôt favorable, c'est que beaucoup de véhicules baissent. Et quand nous, on les avait vus avec Lamar, on se disait, putain, regarde, lui, il va être au C6 dans le bon détachement, ainsi de suite. Et clairement, le détachement des véhicules, il est buffé, il est même archi buffé par rapport au coup en point. Par contre, là où j'ai plus de mal, c'est justement sur l'augmentation de coup en point d'autres unités. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je pense que c'est très difficile de répondre sur le codex Genestealer parce que, alors, sauf l'index qu'on a eu en V10 qui avait des évidences à la lecture, on voyait ce qui était pété, hein, ça revit, c'est très fort, bon. Mais jusqu'à présent, c'était surtout des choses qui étaient maîtrisées par ceux qui avaient le temps de turbo-poncer les 12 milliards de règles spéciales des codex et de comprendre les interactions entre elles. La Touras, donc le capitaine de l'Australie il y a 2 ans, est arrivé avec une liste, était le seul et il nous a défoncé. Tout le monde croyait que c'était nul. Donc moi, désormais, je n'arrive plus à dire... S'il appelle mate tout le monde, ce connard. Voilà, mate. Bon, voilà. Tu arrêtes. Bon. Donc, je ne sais pas trop te répondre. Il n'y a rien d'évident. Il n'y a rien de clairement pété, et c'est tant mieux. Les baisses en points et les augmentations en points ne permettent pas de dire, de conclure comme ça, si ça sort ou si ça rentre. Il faut voir la géométrie, il faut voir les nouveaux scénarios, il faut voir et tout puis ça. surtout, il faut voir les hyper experts. Moi, je ne prétends pas être un hyper expert. Il faut regarder si les très très bons du Genestealer culte, Nick Nanavati en fait partie, mais c'est pas forcément le meilleur builder, mais des excellents du Genestealer culte vont arriver à sortir quelque chose. Et là, s'ils n'y arrivent pas, on pourra se dire que c'est nul. On va faire une bifurcation, ça va être très rapide. Parce que c'est l'Imperium. Exact. C'est les Xenos. On pouvait jouer allié Imperium. Oui. En tout cas, on va parler maintenant des Votann. Pas de changement de coup en point, mais une addition, en tout cas, sur la nouvelle unité de Kill Team, ceux avec des vestes en cuir un peu badass. Oui, très très stylé. Donc unité infiltrée, là, ils sont à 80 points. 80 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur les Votann finalement? Est-ce que le fait qu'ils ne bougent pas en coup en point, ça veut dire qu'ils étaient parfaits en termes justement de win rate?
Je pense que c'est le cas, et je pense également ils sont devenus désormais très redoutables, parce qu'ils avaient une faille, c'est qu'ils avaient une armée basée sur le mouvement scout, et ils se faisaient complètement counter par n'importe quelle infiltration, parce qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes en avoir pour s'aménager des couloirs de mouvement. Là, ils ont une unité infiltrée qui est donnée, 80 points les 10, alors qu'ils sont assez tanky et qui font assez mal, en plus de ça. Ouais, enfin, 110 € et pas achetable en solo. Alors, ils sont donnés en matière de points. Voilà. Mais donc ça pallie un énorme manque de l'armée. Par ailleurs, on a un environnement de jeu qui est désormais extrêmement friendly pour le Votann. C'est une armée qui a envie de faire de l'attrition en début de partie et de pouvoir jouer plus de choses en fin de partie, avec des forteresses, des choses comme ça. La mission secrète pour le Votann, c'est une aubaine, parce que vous allez pouvoir jouer, capitaliser au maximum sur votre côté un peu bulky, lent, qui vous tue au début de la partie et qui après s'occupe du score. Donc moi je trouve que le Votann va être, à mon avis, redoutable. On passe maintenant au Necron. On voit une modification déjà, c'est que le stratagème de précision cosmique, qui pour rappel permettait d'arriver à 3 pouces de n'importe quelle unité ennemie, maintenant en fait ne peut plus être appliqué sur les monstres. Donc fini les Cthans qui sont à 3 pouces de nos lignes. Oui. On peut encore le faire avec le roi silencieux parce qu'il est véhicule. Le monolithe. Le monolithe aussi, oui. C'était pas moins con. Et au niveau du coût en points, seulement 2 augmentations, mais on rappelle qu'ils avaient déjà été sujets justement à une augmentation importante. Je ne sais pas si c'est suffisant, des Cthans avec la dernière Manufacturing Field. Là, on voit que Game Workshop s'attaque maintenant au Canoptech Res, qui passe à 125 points les 3, 250 points les 6, et aussi au Canoptech Doomstalker, qui maintenant est à 145 points. C'est justifié, c'est des unités qui nous ont un peu traumatisés les 6 derniers mois. De toute façon, elles sont plus très adaptées au nouvel environnement de jeu de mon point de vue. Donc là, vraiment, on règle leur sort. Il y a un petit côté, on tire sur l'ambulance. C'est-à-dire, l'unité n'est plus utile dans le nouvel environnement de jeu. C'est maintenant qu'on décide de les nerf en points. Il y a un petit retard. Yes. On va ouvrir un gros chapitre aussi, celui des orques. C'est ce qu'on appelle le chapitre pied-bouche. Alors, mais justifié, est-ce que quand l'été sorti, il y avait des aberrations mathématiques, oui. Clairement. On commence déjà par le détachement de la marée verte, de la Green Tide. Pour rappel, historiquement, ils avaient tout le temps une invulnérable à 5 et une relance des 1 à la sauvegarde. Maintenant, on a perdu la relance des 1. Elle est passée à 6 invulnérables, sauf quand on n'a plus de 10 figurines dans l'unité. Quand vous passez de 11 à 9, vous perdez justement ce petit bonus. Ensuite, on avait aussi un stratagème qui vous donnait plus 1 au jet de charge par ronde en cours. Si on était ronde 5, on avait plus 5 en charge, ça n'existait pas ailleurs. Maintenant, ça donne tout simplement plus 1 en charge. Et si on est plus de 10, alors on va relancer cette charge pour un PC. On continue ensuite avec le stratagème de ce qu'on appelle de surge, c'est-à-dire que dès qu'on était pris pour cible, dès qu'on avait subi un tir, alors on pouvait bouger de D6 ou de 6 si jamais on avait les bonnes conditions. Maintenant, il n'y a plus jamais de on bouge de 6 flat, c'est on bouge de D6. Et si on est plus de 10, alors on relance ce jet. Là, ça ventile. Là, c'est quand même très très dur. C'est-à-dire qu'on a perdu une reroll des As à la sauvegarde, ce qui fait passer la sauvegarde de 33%, 38 à 33%. Donc on vient de perdre 5 points, c'est-à-dire peut-être 15 points de résistance relative. On n'a plus la 5 plus 1 vue sur les packs, les petits packs qu'on voulait jouer à 10. On a une 6 plus 1 vue, donc ça c'est extrêmement brutal. On a perdu notre dynamisme de la charge très lointaine. On a perdu le surge. Je dis pas que ces adaptations ne sont pas justifiées. Il y avait des choses très aberrantes dans le Green Tide et très frustrantes, j'en conviens. Mais là, je vous rappelle également qu'on a gagné un secondaire spécialement dédié à la Green Tide, Cull the Horde, qui te permet de marquer 5 points dès que tu tues un pack de boys. En français Cull the Horde. Voilà. Et donc, bon, là, quand on regarde, on va parler des augmentations en points, mais les personnages ont aussi augmenté en points. Ça ressemble à un détachement qui vient de se faire exécuter sommairement quand même, je suis obligé de le dire. C'était un peu, ils étaient montés trop en win rate. Alors, faut quand même le reconnaître. Excuse-moi, on va continuer d'abord dans les changements de règles. On rappelle aussi que dans les aberrations, on avait les Meganobs qui avaient un insensible à la douleur à 4+, le tour de la WAG. Et que certains détachements faisaient qu'il y avait 2 tours de WAG. Et maintenant, ils ont tout simplement passé cet insensible à la douleur à 5. Maintenant, au niveau du changement de coup en points, on a Sneak Rock qui passe à 95. On a les Pain Boys qui ont pris des points, tout comme les Pen Boss, pour ça à la limite c'est un peu moins justifié, et le Weird Boy est passé à 55, ce qui est complètement normal pour le Weird Boy. C'était une super unité qui en plus était le meilleur sniper du jeu. Il te défonçait. Donc toi tu penses que c'est too much ou tu penses que c'est ok aujourd'hui? Je pense qu'ils sont allés des deux côtés, je pense pas que ce soit ok, je pense que c'est too much. Des deux côtés, parce que le nerf du Meganobs, je le trouve cohérent, mais dans le même temps ils ont augmenté 33% le coût des Meganobs. Oui, puisque maintenant on est à 240 points les 6. Voilà. Donc ils étaient pas assez chers. Et ils étaient trop tanky. Maintenant, ils sont trop chers et ok tanky.
la Green Tide, elle avait des mécanismes d'hyper-résistance et des mécanismes d'hyper-trick avec ses surges à 6 flat. Et ben maintenant, on n'a plus l'hyper-résistance et on n'a plus l'hyper-combo. Je vais modérer ce que tu dis. Peut-être qu'en ultra compétitif, tu trouves comme vous avez appris à jouer contre en termes d'équipement, mais on n'a pas tous envie de jouer des unités qui savent gérer 20 mecs en field no pain à 5 et ainsi de suite. Moi, je peux vous dire qu'en amical, ça reste complètement jouable et je trouve que c'est complètement justifié dans des listes saines. Mais je suis un peu d'accord avec toi, mais je trouve dommage qu'ils aient nerfé la résistance. Il fallait le nerfer. 5 plus field no pain, 5 plus invue, c'était stupide. Reroll les as, c'était stupide. Il fallait nerfer ça. Mais je trouve bizarre qu'on ait aussi nerfé tout ce qui fait la saveur du truc, avec le surge et les interactions. Et tous les surges, à part celui d'Assista, et j'espère qu'ils le nerferont, sont D6. Il n'y a pas de 6 qui me permet flat, qui me permet de rentrer à portée d'engagement, et ainsi de suite. On va maintenant du côté des Thousand Sons, des fils de Magnus. On va parler des choses positives. Diminution des coups en points du sorcier exalté sur 10 qui est passé à 105, du Mutalis qui est passé à 150, et les Terminators, comme tous les Terminators du jeu, qui ont rattrapé leur retard, qui maintenant sont à 190 les 5, 380 points les 10. Par contre, au niveau de la data slate et des changements... alors tu vois, c'est marrant, parce que moi, en lisant les règles, je trouve pas ça... En fait, j'ai juste l'impression qu'ils reviennent sur Terre. Oui, non, je sais pas ce que t'en penses. Si. Ça restera complètement jouable. Sauf que on jouera au même jeu que les autres. Quand vous jouiez face à un TS et qu'il commençait à vous raconter ces rituels, on avait vraiment le sentiment de toujours plus. T'as engagé un mec, il va me doombolt, il va m'enlever la save, il va s'auto-warp time, il va tout faire sur lui-même et ça ne terminait jamais. C'était vraiment invraisemblable. Là maintenant, on rejoue à un jeu où on a l'impression de malaxer au moins les mêmes règles de la physique. Voilà. Ils font de la magie, mais ils n'ont pas appris à la faire avec Dumbledore. Voilà. Pour illustrer tout ça, une unité maintenant ne peut être sujet à justement l'utilisation de points de cabale qu'une seule fois par tour. Ensuite, historiquement, les 9 points de cabale qui vous permettaient de sélectionner une TI-18 et de dire toi, ta valeur de sauvegarde est petit trait, c'est-à-dire rien. Maintenant, on va juste augmenter la pénétration d'armure des armes qui les ciblent de 2. Oui. Ça change tout. Hein. Si vous aviez un monolithe ou un Land Raider qui passait à pas de sauvegarde, et donc on vous tire dessus avec des flammeurs qui blessent à 5, parce que plus un blesse à côté de Magnus. Bon, là, ça sera PA-4, hein. C'est bien aussi. Mais c'est vrai que c'est plus aussi con. Oui, ça sera PA-4 sur les 6 et PA-3, et puis tu prendras toujours ton couvert, tu auras toujours la possibilité d'utiliser une Armor of Contempt. Donc tu pourras toujours réaméliorer, tu pourras réagir. Avant, tu pouvais pas réagir, il n'y avait pas de dés. Et c'est ça qui va être l'analyse un peu globale de ce nerf, c'est que quand on jette pas de dés, dans la distribution de l'aléa autour de la cible de tactique, elle est inexistante. Et donc le TS pouvait précisément, au pixel près, engager la ressource et tuer ce qu'il voulait. Donc il jouait pas au même jeu que nous. Nous, on jette des dés, à la touche, à la blesse, l'adversaire fait un field of pain, une save. Donc nous, on a une dispersion de l'engagement de ressources autour de l'événement, je tue la cible. Pas le TS. Maintenant, un peu plus, parce que y a des jets de save, il y a des machins. Je suis un peu trop technique. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu dessines avec tes mains. Non, qu'est-ce que tu dessines avec... C'est une gaussienne. Moi, j'ai envie de te malaxer les veuches. De mettre derrière toi, te malaxer les veuches. On enchaîne ensuite le Doombolt. Même chose que pour les Chevaliers Gris. Maintenant, il ne peut plus cibler les unités type agent solitaire quand elles ne sont pas à 12 pouces. Le Surge temporel ne peut maintenant plus qu'appliquer que sur une seule unité. C'est-à-dire que même quand on a la relique pour balancer 2 fois justement une unité, un point de cabale, et la même unité ne pourra pas faire de triple mouvement. Donc sous mouvement standard, un proc. Maintenant, ça sera bien sur des unités différentes. De toute façon, il pouvait être sujet à des points de cabale qu'une fois. Magnus qui faisait 3 x 16, non. Voilà. Et pour finir, le sorcier exalté qui avait comme aptitude de pouvoir justement dire à une unité ton mouvement est divisé par 2. Là, c'est juste un 2 justement sur le mouvement, la course et la charge. Ce que ça change concrètement dans les mécanismes qu'on voyait souvent. On voyait une unité qui sortait du Rhino, qui faisait Doombolt et qui re-rentrait dans le Rhino. Celle avec le Lord of Forbidden Lore. Puisqu'on rappelle qu'un mouvement normal vous permet de rembarquer. Voilà. Là, désormais, vous pourrez toujours faire Doombolt avec votre leader, Doombolt avec votre sergent, mais il faudra une autre unité qui vous warp time dans votre Rhino. Donc ça veut dire que vous devez engager plus de ressources pour ce genre de combo. Pareil pour le double move ou le triple move d'un sorcier exalté qui se déplaçait vers vous et qui donnait sa ligne de vue à Magnus pour tirer son ligne de vue. Lui, il va falloir que ce soit un autre gars qui le warp time, parce qu'une fois qu'il arrive vers vous, il va pouvoir Doombolt ou enlever la save. Avant, en général, c'était salade, tomate, oignon, dessert, fromage. Donc c'était, il vous mettait un Doombolt, il vous enlevait la save, il s'était auto-warp time, c'est non. Donc en fait,
comme tu le dis, il retombe sur Terre et il rejoue avec les mêmes lois de la physique que tout le monde. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Mister M a joué que des armées qui se sont fait turbo nerf parce qu'il compense quelque chose? Je crois que c'est en rapport avec son pénis. J'ai rien dit. T'as rien répondu. J'ai rien répondu. Très bien, formidable. Et je vous laisse vous-même avoir des avis sur vos pénis respectifs. Quittons le pénis de Mister M. Oui, s'il vous plaît. Et revenons un petit peu sur les TS. Voilà. Plus sérieusement, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est une armée qui va rester toujours compétitive et ainsi de suite, il n'y a pas de problème, ça ne retire pas de saveur, au contraire, je trouve que ça en ajoute, on sera moins chié dessus par les adversaires, et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui gagne réellement par rapport à tout le reste? L'environnement de jeu est pas si nul que ça, parce qu'ils ont quand même des warp time qui leur permettent d'avoir de la vitesse. Tout l'environnement des actions qui était permis soit au corps à corps, soit en advance, eux ils l'utilisaient très peu, donc on est dans des mouvements un peu classiques. Et puis, il y a le stratagème gratuit qui est donné par les cabales. Par contre, là où il ramasse, c'est dans le mécanisme qui était trop facile, où on partage une ligne de vue et Magnus vous tirez dessus sans ligne de vue, à 2+, puisqu'il touche à 2+, plus 1. Là, maintenant, il touchera, quoi qu'il arrive, à 4+. Yes, on rappelle en gros qu'ils peuvent justement faire ça. Je reviens sur ce que tu as dit justement sur les points de cabale qui vous permettent d'avoir un stratagème gratuit. Avant, c'était un stratagème de bataille, maintenant, c'est parmi les 6. Donc, c'est génial quand même. Oui. Par contre, pareil, vous ne pourrez pas avoir Magnus qui va utiliser gratuitement son PC et utiliser le rituel pour reroll une save. Donc avant, quand vous aviez besoin d'une hyper résistance quand vous étiez Magnus, vous déclariez ça, vous aviez une reroll gratuite. Par rapport au fait que comme le stratagème n'est pas nommé, le stratagème générique ne peut pas être utilisé 2 fois. Et qu'en plus de ça, on ne peut pas faire 2 rituels sur la même unité. On continue maintenant avec les tyrannides. Alors là, je peux vous dire qu'il y a du rouge, mais c'est du bon rouge. C'est que des ups. Alors, au niveau des tyrannides, déjà changement de la règle synapse. On le rappelle, c'est un mot-clé que vous avez et ça permet aux unités à 6 pouces de vous, historiquement, de ne pas faire les tests d'ébranlement à 2D, mais à 3D. Maintenant, en plus de ce buff-là, quand vous êtes à portée de synapse, vous allez avoir +1 en force au corps à corps. Premier bonus. Ensuite, leurs règles, l'ombre dans le warp, qui peuvent déclencher une fois par partie, où vous forciez dans la sous-phase des tests d'ébranlement, de la phase de commandement, ami ou ennemi, de faire justement des tests d'ébranlement sur toutes les unités du champ de bataille. Maintenant, vous avez tout le temps un malus de -1 pour faire ces tests. Donc si jamais vous avez le neurotyran, qui lui aussi dit que vous avez -1, vous pouvez monter à -2 pour son entrée à lui. Ça fait pas rire. On voit aussi maintenant que 3 unités vont avoir le mot-clé synapse en plus. On a le Broodlord, on a le Neurolictor et on a aussi le Parasite de Mortrak qui va pouvoir justement l'avoir. Donc c'est trop bien d'avoir ce synapse qui bouge super vite et ainsi de suite. On a aussi maintenant le fait que le Neurotyran peut rejoindre les zoanthropes. Ouais, ça c'est big. Ça c'est big. Et qui leur donne du coup +1 pour toucher. Ça, c'est sa capacité de leader. C'est big. Et on a aussi le prince tyran, mais pas la version volante, qui maintenant, en plus de donner assaut aux figurines à 6 pouces de lui, va donner touche létale. C'est pété. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Ouais, je sais bien. On a aussi d'autres améliorations, tout comme l'exocrine qui est enfin, c'était incompréhensible, qui a été harmonisé par rapport à tous les châssis similaires. On pense bien évidemment au Forge Friend des Space Marines du Chaos. Il était Force 8, il est enfin passé Force 9. Ensuite, bon, des petits boosts, par exemple, on a le canon rupture du Tyrannoflex qui est passé Force 18, dégâts D6+6. Oui. Ça va plus blesser, hein. Mais là, il faut pas rater la save. On a aussi certains détachements qui sont un petit peu plus boostés. On a le Stampede, donc le détachement des gros monstres, clairement qui n'était pas joué, qui maintenant va donner en plus des bonus habituels le fait que les monstres dans le détachement ont +2 en contrôle d'objectif. Ouais, ils avaient que des bonus quand ils étaient blessés ou très blessés. Maintenant, ils ont un bonus quand ils sont intacts, c'est +2 à l'OC. Et puis, ils ont un peu un stratagème qui est inspiré de la règle des IK et des CK. Puisqu'historiquement, il permettait avant d'ignorer les figurines, maintenant il permet aussi d'ignorer tout comme les IK et les CK, les décors de 4 pouces de haut, ou n'importe quel mur, mais vous jetez un dé sur un 1, vous êtes ébranlé. Exactement, exactement. Donc non, c'est très bien. Les tyrannides ont reçu donc un très joli up en règle. Il y a eu quelques petites augmentations de prix, notamment le Neurolictor, mais il vient de gagner Synapse. Tous les jours. Donc il était déjà très cher et tu continues de le prendre. Donc, yes, le Tervigon perd. On rappelle qu'il y avait un Métaswarm où le Tervigon permettait quand même justement d'avoir des Gaunes qui font énormément de saturation de tir. Il est passé à 175 points. On a les Biovores maintenant qui sont à 50 points pour un modèle. C'est complètement justifié puisqu'il était très cher en points, en tout cas il était passé plus cher en points, parce que comme il faisait pop des sport mines qui faisaient des actions, maintenant comme elles sont au C0, elles peuvent plus faire d'actions, donc c'est très bien. Alors par contre ça ne s'applique pas au Reaper Swarm, puisque code orange, c'est-à-dire que eux, c'est dépendamment de leurs effectifs que le coût en points a augmenté, et maintenant le Reaper Swarm, pour une figurine, est passé à 25 points, donc là on est sur une augmentation. Mais il est certes au C0, mais en effet ça va être mieux. Donc tout ça est complètement justifié, ça te donne envie de tout retester, les détachements et tout. Franchement,
très très gros travail qui a été fait sur le Tyrannide. Oui. Et pour clôturer, il y a 3 nouvelles unités qui rejoignent le clan des Vanguard. Donc on a les Raveners, le Trigon et puis le Moloch. C'est intéressant parce que c'est franchement un détachement qu'on va regarder avec ces nouveaux ups. Hein. C'est le plus intéressant en termes de géométrie, mais c'est celui qui m'a séduit dans le codex. Déjà, il est hyper plaisant à jouer. Ça va leur donner l'advance et charge, des engagements charges qu'il avait déjà en natif. Ça va leur donner les stratagèmes éligibles pour devenir agent solitaire. Absolument, éligible pour devenir agent solitaire, éligible pour faire des mouvements hors phase, éligible pour très facilement faire de l'héroïque intervention. Je rappelle qu'avec un prince, vous pouvez choisir à 12 pas quelqu'un qui va faire des stratagèmes gratuits. Donc vous ne pourrez plus dupliquer. Donc ça nerfe un petit peu le détachement invasion qui voulait dupliquer ces Feel No Pain à 5. En revanche, vous pouvez en opportunité dire ah ben non, c'est ici que je vais faire un tel stratagème, puis après ici que je vais faire tel autre stratagème. Globalement, excuse-moi, ils ont nerfé l'essai infini qui était pareil, un petit peu concon à jouer, oui. où en fait on jouait 60 gargouilles, 120 gaunt, et puis on avançait et on faisait rip-hop des unités, Absolument. un petit peu à la manière d'un GI. Maintenant, déjà, on peut plus faire venir qu'un seul pack. Voilà. Donc honnêtement, ils ajoutent de la saveur au gameplay Tyrannide et ça fait plaisir. Oui, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je pense qu'on va vraiment voir ces détachements Vanguard. Je sais pas si ce sera pété, mais en tout cas, ce sera compétitif et ce sera plaisant à jouer. Et tu sais, c'est le plus important. C'est de la bonne géométrie. Oui. C'est pas du swarm débile, donc franchement, oui. ça fait plaisir. On continue avec les World Eaters. Pas de changement au niveau de la data slate, puisque les nerfs qui avaient été appliqués, vous savez, sur les 8D, qu'on pouvait relancer avec une relique, à partir du moment où on utilisait un stratagème, quand on avait fragué une unité, on pouvait déjà plus le faire. Aussi au niveau justement du Prince Démon, qui maintenant donne une invulnérable à 5 autour de lui, et seulement si on a une invulnérable, elle passe à 4. Alors qu'avant c'était à 4 tout le temps. Par contre, diminution de 2 unités en termes de coût en points. On a les Octoliers qui maintenant sont à 140 points les 3, 280 points les 6, et les Octoliers Exaltés qui sont à 150 points les 3 et 310 points les 6. Alors, avant la data slate et avant la dernière saison, on sait que les World Eaters, il y avait un monde dans lequel, quand même, ils jouaient. Et ils étaient même plutôt craints parce que, justement, s'ils avaient le tour 1, ils te la mettaient. S'ils avaient le tour 2, bon, c'était un peu plus compliqué, mais c'était sur une petite égale, quoi, t'as compris. Et il y avait quelques builds, alors avec soit des Engrons et des Rhinos avec des Berserkers, soit même complètement juste des rideaux de Land Raider qui avançaient, mais toujours globalement entre 3 et 4 menaces au centre de la table. Oui. Là, est-ce que tu penses que la saison et la diminution des coûts en points de ces deux unités va changer quelque chose ? C'est difficile à dire. C'est une armée qui est excellente dans les mains de joueurs dont c'est vraiment le métier. Kiff, le métier. Les Vanilla, c'est excellent. Et dans les mains d'autres joueurs, c'est moyen ou moyen moins. Donc ça fait partie de ces armées où c'est très difficile pour l'éditeur à équilibrer. Parce que si tu les équilibres sur la base de Vanilla, tu les nerfs tout le temps. Si tu les équilibres sur la base du reste du monde, tu les up tout le temps. Là, ce que j'observe, c'est qu'ils ne sont quasiment pas touchés, finalement. Il faudra voir comment ils fonctionnent dans le nouvel environnement de jeu. J'ai tendance à dire que, au moins en équipe, c'est intéressant parce que c'est une armée qui peut vraiment mettre des pushs très forts. Ça peut vraiment traverser la table et venir te péter la gueule jusque dans les chiottes, comme disait Poutine. Alors que toutes les armées ne peuvent pas faire ça. Et dans le cadre des missions secrètes, parfois, on aura besoin de faire ça. On aura besoin de dire, si je veux vraiment être sûr de mettre 20, il faut vraiment que je pulvérise l'adversaire et que je le push et qu'il ne sorte pas de chez lui. Quitte à ce que ça soit un T1 Quitte à indépendant, ce que ce soit un truc indépendant. Mais après tout, encore une fois, c'est moins le T1 indépendant. Parce que si tu as le T1, tu l'hyper-agresses. Si tu as le T2, il ne peut pas revenir. Puisque les missions secrètes, c'est surtout pour le joueur T2. Revenir dans la game, je veux dire. Donc finalement, c'est pas inintéressant du tout en équipe. En solo, il faudra voir. Tu n'as quand même toujours qu'un seul gameplay. C'est quand même très dans le corps à corps. Qui a été amélioré, je rappelle. Les interventions héroïques, désormais, pour un PC, eux, ils vont vraiment adorer. Il faut voir, c'est très difficile à anticiper. On va finir cette vidéo avec les taux. Pas de changement au niveau de la data slate, mais un changement au niveau des coûts en points, énormément de changements au niveau des coûts en points. On voit que l'Hammerhead, il a pris en points, c'est la seule augmentation, 145 points, et c'est largement acceptable. Énormément de belles surprises. Alors les broadside qui baissent, qui baissent à 1 et 2 modèles, on a 90 points le modèle, 300 points les 3. Derrière, on a tous les commandeurs qui baissent, on a les crisis qui baissent tous, on a un pack de crisis à partir de 110 points maintenant. Oui. C'est quand même super cool. On a les strikes qui baissent à 75 points, là où finalement les breachers restent à 100. Là où je suis très surpris, par contre, je vais te dire, je comprends pas que les breachers n'aient pas changé. C'est tellement fort les breachers, 100 points. En fait, si tu veux, c'est cohérent par rapport à leur châssis, mais je trouve que par rapport à la capacité d'attrition et de synergie qui est autour de cette unité, c'est vraiment pas cher payé. Le Hammerhead, maintenant, qui a pivot gratuit, il a pas baissé non, il a pas pris non plus, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses des taux aujourd'hui? On les avait pas beaucoup vus depuis leur codex, ça c'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont sorti le codex, on les voyait pas trop, il y avait quand même un problème en points et en ressources présentes sur table, et en adaptation aussi aux règles et à l'environnement de jeu. Là, on va voir, il y a quand même beaucoup d'unités qui sont très peu chères, en tout cas très bon marché, qu'on va pouvoir utiliser
pour faire du scoring. C'est quand même assez intéressant. Quand on peut avoir 3 fois 3 crises pour 330 points, ça fait réfléchir parce que ça peut faire peur, ça peut bouger vite, ça tank quand même pas trop mal, ça tire très bien sur leur cible. Ouais, leur Parce cible. que dépendamment maintenant, elles ont été adaptées, voilà. anti-infanterie, blablabla. Donc ça va vraiment se regarder fort, ça va nécessiter du travail. C'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas ce que moi je qualifierais de metamaker. C'est-à-dire, tu regardes pas ce que font les autres, tu sais que tu as un truc fort, tu le joues et les autres s'adaptent. Ça peut s'adapter à ce que font les autres. C'est plus comme ça que je le vois. C'est lié à l'équilibrage interne du codex qui est très bon, d'ailleurs. C'est ça qui est très cool. On a fait le tour, les amis, de toutes les factions couvertes par cette data slate. Enfin, je trouve que le nouveau pack de mission il est extraordinaire. Il donne vraiment envie d'être joué. Là, on commence à faire plein de games et tout. Alors, malheureusement, c'est peut-être pas encore vos cartes, mais en tout cas, nous, on a playtesté vraiment très très fort. Game Workshop nous a fait aussi une belle présentation, justement, de tout le travail qui avait été effectué. Et comme tu l'as dit, alors, je sais pas si c'est la version la plus stable, et le nombre d'itérations, malheureusement, peut décourager certains. Mais en tout cas, là, on a atteint un niveau de qualité. On est enfin en V10, et putain, 2024 sent très très bon. Là, on a un jeu qui a une saveur. Tu peux tout jouer contre quasiment n'importe quoi. Ça s'équilibre, ça joue sur table. Il y a moins de frustration, c'est très bon. Mais 2025 sent très bon, mais 2026 aussi. Parce que quand moi je vois l'éditeur apprendre à ce plus point... 2027 alors aussi. Et 2028. À 2028, on sera à 1 an après la V11. Et ben pareil. Et donc, non, mais quand on voit à quel point l'éditeur apprend de ses erreurs, construit sur ce qu'il a fait juste avant, fait confiance à la communauté dans les retours qu'on lui fait, et intègre tout. Quand tu dis on lui fait des retours, c'est vrai. En fait, en gros, il faut savoir que l'AFEC, par exemple, a l'oreille de Game Workshop pour faire certains retours, mais tout comme les fédérations, en tout cas les organisateurs de tournois de tous les pays. De tous les pays. Ça, c'est très très donc, bon. Depuis surtout Atlanta, la Game Workshop s'intéresse à sa communauté compétitive et est en lien direct avec tous les organisateurs de tournois du monde entier, et qui sont en général associés à l'organisation d'Atlanta. Et donc cet échange permanent, désormais, se traduit dans ce qui est produit. Alors, je ne démonétise pas le travail de Game Workshop. Au contraire, je crédite les travaux des bénévoles qui, autour de Game Workshop, les alimentent en intelligence et eux sanctifient le travail réalisé. Je trouve ça mortel. Un exemple, vous allez le voir, on n'a pas parlé de tout parce qu'il y a trop de contenu, donc il y a tout un tas de facs qui ont été sortis. Il y a une fac qui est sortie sur les cartes elles-mêmes. Il y a une carte qui est en fixe normalement. Tu retrouves les assiettes ? Oui, exactement, recover assiette, exactement. Très bonne blague. Excellente blague. Pour moi, je suis professionnel. Je vois, oui. Je fais ce travail à temps plein. C'est le clownisme. Très bien, très bien. Bon, donc, recover asset, on leur a dit, les gars, si vous voulez faire des cartes qui forcent l'interaction entre les joueurs et qui ne permettent pas de scorer 3 points, donc c'est-à-dire 15 points toute la partie tout seul, Recover Asset, c'est raté. Vous venez de nerfer le deployer et vous avez mis Recover Asset qui est encore plus simple. Ce qu'il dit, parce que là, il utilise vraiment les termes techniques, vous aviez une nouvelle action en fait qui nécessite de faire des actions dans chaque strate de la table. Ces actions prennent fin à la fin du tour adverse, mais aujourd'hui, vu la géométrie des ruines et ainsi de suite, c'est assez facile de le faire au moins sur les 2 premières rounds de bataille. Puisqu'en fait, tu le fais chez toi, au centre de table, 3 points, et derrière, si tu le fais en plus de ça sur les 3 strates, c'est 6 points. Ouais, du coup, quand tu dis centre de table, en fait, tu sors de 1 pouce de ta zone de déploiement cachée derrière une ruine, tu peux le faire. Et t'es sur ton home objectif, et tu le fais aussi avec les infiltrators. Et donc, on leur a dit, ça marche pas, ça rencontre pas l'objectif que vous aviez cherché. Et bien, immédiatement, alors que le jeu n'est pas sorti, vous avez déjà une fac de ces cartes qui dit, ça devient tactique, ça devient pas fixe, donc vous ne pouvez plus jouer fixe. Voilà. Donc maintenant, jouer fixe sera beaucoup plus difficile, même si votre adversaire, par exemple, vous donne Break It Down. Ce qui est normal aussi, puisqu'ils ont viré le point bonus quand tu joues en tactique. Donc encore une fois, beaucoup de maturité là-dessus, c'est vraiment donc cool. Le travail est vraiment spectaculaire, l'équilibrage est vraiment très alléchant. Il y a quelques petites scories, on pense qu'ils ont été un peu loin avec l'assista, mais je préfère un peu loin que trop pété. Franchement, j'ai jamais été aussi ravi du travail de l'éditeur depuis 5 ans. Je préfère le dire, très franchement. Il y a de la confiance et du travail. La seule chose qui peut décourager les personnes qui ne sont pas à temps plein sur Warhammer, c'est quand même justement cette notion d'itération. Je comprends quelqu'un qui se dit « Attends, il y a eu un changement de campan il y a 3 semaines, moi je suis perdu » par rapport à ça. Et encore une fois, vous avez tout simplement à jouer avec l'implication que vous voulez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, si finalement votre adversaire n'a pas eu le temps... Alors, pour moi, les coups en points, c'est facile, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout quand tu fais ta liste. ALN, c'est gratuit. L'application Game Workshop, elle est payante, mais aujourd'hui, on a des outils pour version gratuite aussi. Oui, c'est vrai, en plus, tu as raison, c'est à partir du moment où tu as acheté ton codex. Donc franchement, ça me choque pas. C'est plus vraiment sur toutes ces micro-facs, tu vois ce que je veux dire, le fait de toujours jouer à jour, qui peut être lourd pour certains. Mais
globalement, jouez au jeu que vous voulez avoir. Nous, on est des fanats de cet univers et donc on est vraiment au cul de Game Workshop pour savoir dès qu'il y a une modification et ainsi de suite. C'est le seul reproche qu'on peut leur faire. Et en même temps, moi je pense à ceux qui rentrent dans le jeu. La digestion des core rules, elle est vraiment pas évidente. Mais quand elle est mieux écrite, elle est plus évidente. Là, on comprend ce qui se passe. Ça va dans le sens de la simplification, ça va dans le sens du bon sens. Il n'y a pas des trucs incohérents. On l'a pas dit tout à l'heure parce qu'on était allé trop vite. Mais grenade, si on l'a dit d'ailleurs, grenade, on peut pas advance et grenade ou fallback et grenade. On pouvait pas advance et shoot et pourtant on pouvait advance et grenade. Donc tous les trucs où quand vous commencez le jeu, vous croyez avoir compris. Et on vous met, ah ouais mais non, parce que alinéa B, la grenade, on peut fallback et grenade. Non mais nique-toi. Là maintenant, tout est vraiment dans le sens de la compréhension. Donc oui, c'est chiant de se balader ou de regarder toujours pour se mettre à jour, peut-être, mais pour tous ceux qui rentrent dans le jeu, on va toujours dans le sens de quelque chose de plus cohérent. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu nous présenter cette data slate et bref, cette nouvelle saison pour Warhammer 40 000 qui fait grandement plaisir. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee pour nous aider. Et nous, on vous dit à plus et Wargamer.